Bonsoir à vous tous, cher Monsieur de Montbriand, lieber Alfred Grosser, sehr geehrter Herr Präsident de la Banque de France, Monsieur l'ambassadeur, chers amis, français, allemands, européens. Merci à l'IFRI pour cette invitation à venir à Paris parce que l'invitation m'a permis d'échapper au boulot à Berlin. Il faisait très moche à Berlin ce matin. Il faisait très beau ce matin à midi à Paris. C'est quelque chose, je ne dis pas, je suis venu pour me reposer des dossiers, mais je suis quand même venu pour avoir un échange de vues, un échange des opinions qui est absolument nécessaire parce que la coopération en Europe, la coopération franco-allemande ne fonctionne pas si on considère les activités politiques comme des activités nationales. Elle va fonctionner et marcher seulement si on est en mesure de prendre en considération les points de vue, les idées de l'autre. Et c'est extrêmement important pour les relations entre la France et l'Allemagne. Je vois M. Bitterlich qui a beaucoup contribué, non seulement dans sa capacité de conseiller de M. Kohl, du chancelier Kohl, mais aussi dans sa vie privée, comme l'a fait Nikolaus Meyer-Landrut et plusieurs d'autres qui sont ici pour réconcilier les Allemands et les Français, ce qui est nécessaire pour promouvoir l'intégration européenne et pour pouvoir mieux contribuer à la solution des problèmes au niveau mondial. Et c'est d'autant plus important parce que nous vivons quand même un temps assez fortement intéressant. En Allemagne, nous avons une participation aux élections nettement plus élevée que dans des temps normaux. Nous avons ici à Paris une élection présidentielle qui se prépare avec des résultats aux primaires qui sont fortement intéressants et qui indiquent un débat très vif entre les Français et les Françaises. Et nous avons la même chose en Allemagne, où nous avons vu un intérêt politique qui est plus élevé que jamais depuis l'unification allemande. En ce qui concerne l'Allemagne, ça a pas mal à faire avec la crise des réfugiés, qui nous a pris en Europe il y a 2 ans, qui n'est pas encore totalement résolue et qui a posé des questions et des problèmes énormes pour nous tous. Nous avons accueilli en Allemagne, en 2015, 800 000 personnes. En dedans de quelques mois. Il fallait trouver un logement pour l'hiver, il fallait résoudre le problème de l'enregistrement de 800 000 personnes, il fallait résoudre les problèmes de sécurité, il fallait résoudre les problèmes d'apprentissage de l'allemand, du professional training et d'autres problèmes qui se sont posés. Et je sais très bien que pas mal de nos voisins en Europe, et certainement ici en France, ont posé la question, est-ce que c'était nécessaire? Pourquoi est-ce que les Allemands ont fait ça? C'était une question justifiée, mais la réponse est assez claire aussi. C'était nécessaire pour résoudre un problème humanitaire, un problème géostratégique sans précédent depuis un demi-siècle en Europe. Nous n'avons pas invité les réfugiés. Les réfugiés, ils sont venus déjà en 2014 à cause de la guerre civile en Syrie, à cause de la situation en Irak, à cause de la progression de l'État islamique. Ils sont venus de plus en plus. On a eu 20 000 réfugiés au mois de mai 2015, 40 000 au mois de juin, 60 000 au mois d'août,
100 000 au mois de septembre. Et au moment où le gouvernement allemand avait décidé d'accueillir les personnes qui sont venues de l'Hongrie et de l'Autriche en Allemagne, c'était une situation où 100 000 réfugiés étaient déjà arrivés en Europe, de la Turquie en Grèce, de la Grèce vers la Macédoine, vers la Serbie, vers l'Hongrie, vers l'Autriche. Il y avait 30 000 personnes arrivées en Grèce, 30 000 qui se trouvaient dans les pays ex-yougoslaves et 30 000 déjà arrivés en Hongrois et qui étaient dans des camps réfugiés sous des conditions minables inacceptables. Et dans cette situation, nous étions confrontés à la nécessité d'une décision. D'abord, une décision nécessaire. Ce n'était pas une décision allemande qui n'était pas discutée avec les autres. Nous avons, pour la première fois, vu le défi en printemps 2015, où l'opération Mare Nostrum a été terminée par les Italiens, et plus de 1000 personnes se sont noyées dans la Méditerranée. Et l'Europe, en tant que telle, l'Europe ensemble, avait décidé de ne pas laisser se noyer ces réfugiés. Nous avons instauré une opération militaire pour sauver la vie de ces personnes qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons sauvé plus de 100 000 personnes en 2015 et plus de 100 000 personnes en 2016. Les Français, les Grecs, la Malte, les Italiens, les Espagnols et les Allemands. Ce sont les valeurs de l'Union européenne qui ne nous permettent pas de laisser se noyer des réfugiés innocents. Et c'était la même chose avec les réfugiés qui sont venus en Europe. Le ministre des Affaires étrangères turc m'a dit, lors d'un rendez-vous à Ankara au mois de janvier, il m'a dit, mais voyez, monsieur Altmaier, nous avons accueilli des centaines de milliers, des millions de réfugiés en Turquie pendant 4 ans. Personne a dit un mot, personne a fait une offre pour nous aider. Aussi longtemps, les réfugiés sont restés en Turquie. Et seulement à partir du moment où les réfugiés sont venus en Europe, les Européens ont commencé à réfléchir là-dessus. L'Europe n'était pas préparée. Nous n'avons pas eu des hotspots en Grèce ou en Italie. Nous n'avons pas eu des fonctionnaires français, allemands, britanniques déployés en Grèce ou en Italie pour aider les autorités sur place. Nous n'avons pas eu de logements pour les réfugiés. Et dans cette situation, où la plus grande majorité des réfugiés a clairement voulu se rendre en Allemagne, nous avons dit, bon, nous prenons notre responsabilité humanitaire et nous prenons avec nos amis européens nos responsabilités géostratégiques. Parce que le fait que le Proche-Orient, en tant que tel, se trouve dans un état de désordre presque complet, avec un tel nombre d'États qui ont été détruits depuis 20 ans, et notamment depuis les derniers 10 ans, avec la progression de l'État islamique, avec une idéologie agressive contre nos valeurs européennes, nous allons décider de prendre nos responsabilités. Nous avons accueilli les réfugiés, nous avons organisé le logement, nous avons enregistré les personnes, mais en même temps, nous avons travaillé pour améliorer la situation des réfugiés dans la région, pour leur permettre de rester au Liban, en Jordanie, en Turquie. Nous avons, les Européens, rendu possible des permis de travail pour des centaines de milliers de personnes en Turquie. Nous avons augmenté l'aide alimentaire au niveau préalable. Nous avons rendu possible
l'éducation de 900 000 jeunes étudiants réfugiés qui se trouvent au Jordanie, au Liban et en Turquie. Tout cela a été organisé, il fallait du temps pour l'organiser. Et nous sommes maintenant en train de renforcer la protection des frontières extérieures de l'Union européenne. Nous sommes en train de régler, pas de régler, mais au moins de mieux contrôler la situation en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a exactement le même défi, le défi humanitaire d'une fois et le défi géostratégique d'autre fois. La chancelière s'est rendue au Mali, s'est rendue au Niger, parce que ce sont des pays transitoires pour les réfugiés. Ce sont les pays les plus pauvres, non seulement dans la région, mais au monde entier. Et là, il faut donc prendre ses responsabilités en tant qu'Européennes pour réduire les taux de réfugiés d'une part, mais d'améliorer d'autre part la situation des personnes qui se trouvent là-bas dans les pays concernés. C'est un défi beaucoup plus grand que les possibilités de l'Allemagne. Mais l'Allemagne avait des possibilités d'agir un peu plus élevées que la Grèce, la Macédoine ou l'Autriche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons agi comme nous avons agi. Toujours dans l'intérêt de réduire le nombre de réfugiés et de mieux régulariser la situation. Et je vous ai dit, en octobre dernier, il y avait 7000 personnes par jour. Aujourd'hui, depuis le mois d'avril, au moyen 100 personnes par jour. C'est la situation qui a changé. Et ce n'est pas encore achevé, ce n'est pas encore fini. Et nous avons, entre-temps, constaté toute une série de problèmes qui se présentent au plan mondial, en Europe. Je commence par la crise en Ukraine avec le processus de Minsk, où nous avons quand même achevé quelques progrès, mais la situation est loin d'être stable, d'être résolue. Ça nécessite toujours les activités franco-allemandes. Nous avons créé le format Normandie pour parler à M. Poutine, pour parler à M. Poroshenko, et ensemble, nous sommes en mesure, en tant qu'Européens, pour éviter une autre guerre civile dans la région. Maintenant, pour la troisième fois consécutive, nous étions en mesure d'organiser, comment dit-on, die Gaslieferung für die Ukraine. La livraison du gaz naturel pour l'Ukraine, ce qui est extrêmement important pendant l'hiver, et nous avons fait ça en tant qu'Union européenne avec un succès considérable. Nous avons vu le référendum au Royaume-Uni, le référendum Brexit. Et c'était une grande déception pour la plupart de nous. En France, en Allemagne, parce que nous sommes attachés à l'intégration européenne, nous sommes attachés au Royaume-Uni, avec lequel nous avons quand même eu une cohabitation cordiale pendant plus de 40 ans. Et maintenant, pas mal de gens se posent la question, quelles seront les conséquences de cette référendum? Nous avons, les Français et les Allemands, trouvé un accord au sein du Conseil européen qui est fair, équilibré et très clair. D'abord, nous respectons le résultat du référendum. C'est le choix du peuple britannique. Deuxièmement, il est la seule décision du gouvernement et du Parlement britannique, ça dépendra un peu de la décision judiciaire, des décisions judiciaires à venir, mais nous respectons, et il est au gouvernement et au Parlement britannique de décider sur le déclenchement de l'article 50 du traité européen. Et troisièmement, nous n'allons pas avoir des négociations anticipées et nous n'allons pas approuver une politique du cherry picking. L'Union européenne, c'est quand même un organisme qui est basé sur la solidarité de ses membres. C'est un organisme
où chaque pays a droit à la solidarité des autres, chaque pays est obligé à être solidaire avec les autres. Et là, tout règlement que nous allons trouver entre la Britannique et l'Union européenne sera très probablement un règlement moins favorable que l'état actuel des choses. Et c'est clair, un ami britannique qui a rendu visite à Berlin me disait il y a quelques jours, "Ah, Peter, you know, it's very difficult, but let's make a win-win situation out of this mess." Moi, j'ai répondu, je dis, mon cher ami, écoute, tu es marié, tu as des enfants. Et maintenant, imagine une famille, le couple, les enfants, la maison, l'appartement, la voiture, peut-être le petit bateau, hein? Et ils vont se divorcer. Il est très difficile à imaginer comment on fait une win-win situation. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est une lose-lose situation pour toutes les personnes concernées. Et ça, c'est la situation. Et je parle d'abord du point de vue économique et ensuite du point de vue politique. En ce qui concerne le point de vue économique, il est assez clair. Le standard de vie que nous avons achevé, le progrès économique que nous avons achevé. Nous l'avons achevé par la création du marché intérieur. Nous l'avons achevé par les 4 libertés. Nous l'avons achevé par la création des grands marchés qui ont permis aux citoyens d'avoir un choix libre entre les marchandises, les voitures, entre les services, entre les capitaux, etc. Et tout cela a créé une valeur ajoutée énorme. Et si on considérait à annuler le processus de l'intégration européenne et le processus de la mondialisation, qui n'a d'ailleurs pas été créé par les hommes et femmes politiques, mais qui a été créé par le développement technique et par l'infrastructure mondiale, ça aurait des conséquences néfastes pour nos citoyens, parce que la restriction sur un marché national va rien d'autre qu'avoir des prix plus élevés et des qualités moins élevées. Il y avait un poème de l'auteur allemand Tucholsky qui vivait pendant quelques années ici à Paris. C'était un intellectuel de gauche, mais très intelligent, avec un charme. Oui, ça arrive parfois. Non, je ne peux pas exclure la possibilité. Et il est à l'époque où au Royaume-Uni, dans les années 20, dans les années 30, on a dit « buy British »,« buy German »,« buy French »,« buy Italian ». Il a dit « maintenant je fais appel aux Allemands, achetez des citrons allemands, c'est mieux pour la nation ». Oui, non, c'était stupide et ça ne va pas marcher. Et il est absolument important, non seulement en ce qui concerne le plan européen, mais notamment en ce qui concerne le plan international, que nous disent clairement que tous les populistes de la gauche, de la droite, qui nous disent qu'il faut faire marche arrière, il faut détruire les marchés ouverts, il faut dénoncer les accords de libre-échange, etc., ce sont des gens qui vont détruire le standard de vie, le bien-être de nos peuples. Et deuxièmement, ce n'est pas possible de rentrer dans une situation où l'État national a été créé il y a 200 ans au plan politique. Nous avons des défis que nous pouvons résoudre seulement ensemble. La protection du climat, l'écologique. Nous avons une population mondiale qui est en train de se doubler tous les quelques ans.
Et si les Chinois, les citoyens aux Indes, 7 milliards de citoyens mondiaux vont avoir le même standard de vie que nous l'avons ici en Europe, ça va doubler, tripler, multiplier les émissions CO2, ça va poser des risques énormes pour le milieu, et on peut éviter ça avec une coopération internationale qui ne réduit pas le standard de vie, mais qui nous permet de mettre en œuvre des stratégies d'efficiency, de resource efficiency, des stratégies des énergies renouvelables, des énergies qui sont mieux pour le milieu, au lieu de brûler le charbon et les gaz naturels. C'est-à-dire, nous avons des défis devant nous. Et en ce qui concerne les Européens, je suis très reconnaissant à l'IFRI pour ses activités pour l'Europe. Et moi, en tant que partisan de l'Europe, mais aussi en tant qu'homme politique national allemande, moi je dis, quand je regarde la politique de Bismarck, la politique qui a été faite dans la République française au début du XXe siècle et dans d'autres pays de l'Europe, nous avons eu, depuis la Révolution française et depuis Napoléon et l'Empire, nous avons vu des guerres affreuses, toutes les quelques ans. Les guerres de Napoléon, qui ont attribué évidemment à la gloire de la France, les guerres faites par Bismarck contre la France et l'Autriche, qui ont attribué à la gloire de l'Allemagne, certainement, la Première Guerre mondiale, qui a réduit l'importance de l'Europe considérablement, et la Deuxième Guerre mondiale déclenchée par les nazis et par l'Allemagne. Et c'est une expérience affreuse parce que nous avons gaspillé, nous avons détruit non seulement le bonheur et le standard de vie, mais la vie même de nos citoyens, de notre jeunesse. Et depuis la création de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne n'ont jamais été embrouillés dans une guerre avec un autre État membre de l'Union. Nous avons vu de nombreuses guerres en Europe, nous avons vu 2 guerres en ex-Yougoslavie, nous avons vu de nombreuses guerres en Europe centrale et en Europe de l'Est, mais jamais entre 2 États membres de l'Union européenne. Et c'est pourquoi je dis, et je le dis en Allemagne dans chacun de mes discours, je dis l'intégration européenne, c'est la meilleure chose qui nous est arrivée depuis 200 ans. Et c'est pourquoi nous avons la tâche de défendre l'intégration européenne contre les populistes de chaque côté. C'est quelque chose dont je suis convaincu du fond de mon cœur. Et ça veut dire nous devons réfléchir sur la meilleure structure et la meilleure efficacité pour l'Union européenne. La structure. Il y a des gens qui disent il faut avoir une bonne coopération entre les États et le reste va se régler automatiquement. Non, rien ne va se régler. L'institutionnalisme de la coopération entre nos États au sein de l'Union européenne est la meilleure garantie contre des décisions isolationnistes, unilatérales de nos pays qui vont créer des problèmes pour le voisin. Et c'est le défi pour le couple franco-allemand pour les prochaines années. Nous avons beaucoup réfléchi sur les réformes institutionnelles de l'Union européenne. Et moi, j'étais membre suppléant de la convention qui a été présidée par Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République. M. Meyer-Landrut était son porte-parole pendant la convention. Et je me souviens, nous, les Allemands, ont toujours dit il faut avoir la vote à la majorité qualifiée dans tous les domaines. Et moi, j'ai eu des relations étroites avec un attaché à l'ambassade française
qui était très foncé. Il a donc passé des examens aux écoles que vous connaissez. Il était extrêmement intelligent, très gentil. Il me disait, oui, Peter, je comprends. Vous voulez la décision à la majorité qualifiée, mais pour quoi faire? Quels seront les sujets? Quelles seront les ambitions? Et à l'époque, j'ai dit, non, ce n'est pas important, il faut d'abord procéder à la vote à la majorité qualifiée. Maintenant, j'ai compris. Les citoyens en Europe, voulant, dans un temps tellement bouleversé comme le nôtre, ils voulont des résultats concrets. Et c'est pourquoi je trouve qu'il ne faut pas gaspiller le temps. Par une autre convention qui va, pendant 2 ou 3 années, discuter, suivie par une conférence intergouvernementale et par des référendums dans plusieurs États membres qui devraient être répétés parce que le résultat au premier tour ne serait pas le résultat nécessaire. Non, je crois qu'il faut délivrer sur la question de la sécurité intérieure et extérieure. Là, la valeur ajoutée de l'intégration européenne est assez clairement visible. Nous devons délivrer sur le sujet de la compétitivité. Et il faut éviter des fausses contradictions. Parfois, j'ai entendu parler, en France, en Italie, en Espagne, sur l'austérité allemande. Et parfois, j'ai entendu parler des choses similaires en Allemagne sur les pays qui n'étaient pas en mesure de régler leurs choses sans des programmes européens. Moi, je dis, le problème, ce n'est pas l'austérité. Le problème, c'est la compétitivité. Nous sommes des États développés, des États avec une infrastructure en ce qui concerne l'éducation et la formation, en ce qui concerne la protection des milieux, en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne les pensions et retraites, en ce qui concerne chaque aspect de notre culture, si élevé. Et pour rendre possible tout cela, il nous faut une économie croissante, il nous faut des revenus par les impôts, par la fiscalité, par les contributions sociaux, les partenaires sociaux. C'est-à-dire, au moment où un pays a une croissance durable, au moment où un pays a des revenus raisonnables, on peut se permettre pas mal de choses dans tous les domaines que j'ai mentionnés. Et au moment où ça ne marche pas, c'est beaucoup plus difficile. Un ami grec m'a dit, il y a déjà plusieurs années, il m'a dit, mais vous les Allemands, vous travaillez comme les fous, nous acceptons bien ça, mais vous devez comprendre que nous sommes en Grèce bien contents avec un arbre d'olive dans le jardin et un verre de retsina et une baguette avec fromage. Et je disais, oui, mais ça, c'est pas le problème. Hein. Ça, on pourrait régler par les caisses de l'Union européenne, d'ailleurs. Mais vous avez l'intérêt à un traitement médical qui est le meilleur en Europe et au monde. Vous avez intérêt aux universités, au transport public, etc., comme la France, comme l'Allemagne. Et par conséquent, il faut rendre possible que l'économie, que les entreprises en Grèce fleurissent et vont contribuer à la croissance économique. C'est la situation. Et là, il faut en parler. J'ai l'impression que le sujet des emplois, que le sujet de la compétitivité, que le sujet des réformes deviendra un sujet important dans la campagne en France. Et nous sommes énormément intéressés à écouter, à regarder les propositions qui seront faites parce que nous savons très bien, même si en Allemagne nous avons vu une croissance encourageante pendant les 5 dernières années, un baissement du taux de chômage énorme,
mais rien n'est encore achevé, je le répète, dans un temps moderne. Rien n'est jamais achevé. Il faut à chaque jour de nouveau assurer la situation. Et en Allemagne, nous sommes énormément intéressés à coopérer avec nos amis français dans le but de la stabilisation et de la réforme de l'économie en Europe. Et je vous donne finalement l'exemple de la révolution numérique, qui nous préoccupe, la chancelière et moi-même, énormément, parce que nous, en Allemagne, on a bien fait preuve que nous sommes compétitifs en ce qui concerne les automobiles, en ce qui concerne la chimie, en ce qui concerne, comment dit-on, Maschinenbau, etc. Mais maintenant, on voit une révolution qui s'est dégagée dans une rapidité sans précédent, parce que la technique nous permet de procéder les dates dans une rapidité, de collectionner et de retenir des dates dans un volume sans précédent. Et nous voyons des innovations chaque jour en ce qui concerne la conduite automatique, en ce qui concerne les drones civils, en ce qui concerne l'industrie 4.0, c'est-à-dire la production des marchandises, en ce qui concerne le système santé, en ce qui concerne l'administration publique et n'importe quel domaine. Et nous voyons une productivité de 40% ou plus, c'est-à-dire on va perdre énormément d'emplois dans les domaines qui existent aujourd'hui, mais on va recréer le même nombre d'emplois, ou même plus, dans le domaine du numérique. Et maintenant, il faut bien veiller que les emplois anciens ne sont pas annulés en Allemagne, en France et en Europe, et les emplois nouveaux, numériques, seront créés aux États-Unis, aux Chine ou aux Indes. Ça serait pour l'Europe la meilleure défaite économique depuis 40 ans. Et donc, nous devons ensemble, conjointement, réfléchir sur des solutions. Moi, j'ai l'impression, en Allemagne, il y a pas mal des chefs d'entreprise, notamment des petites et moyennes entreprises, qui ont peur du développement, parce qu'ils ne connaissent pas les règles. Et nous avons vu les grandes plateformes Internet, ils se sont tous établis aux États-Unis, une seule en Chine et aucune en Europe. Et là, il faut agir. Et je crois là, il nous faut l'expérience de la France, parce que les romans futurs dans les années 60 et 70 ont été beaucoup plus populaires en France que chez nous. Les nouveaux appareils techniques, il y avait un vrai enthousiasme en France. Et où en France, vous avez une expérience de 400 ans en ce qui concerne la contribution de l'État dans l'innovation, comme on a fait avec l'Airbus, comme on a fait avec l'Ariane et dans d'autres domaines. Et notre but devrait donc être de récupérer vis-à-vis des États-Unis, d'attirer des investissements. Nicolas Meyer-Landrut m'a raconté ce matin combien de start-ups ont été créés ici à Paris et en France. Il y a toute une série de nouvelles initiatives. Nous avons la même chose à Berlin en Allemagne, mais ce n'est pas encore la solution du problème. Et là, il faut en faire une tâche pour l'Union européenne et pour le groupe de franco-allemand. Finalement, j'ai l'impression que nous avons maintenant une chance énorme, parce que je suis maintenant député depuis 22 ans, et à chaque fois où un nouveau président a été élu en France, ou un nouveau chancelier ou une chancelière en Allemagne, on a perdu plusieurs mois ou plusieurs ans, parce que d'abord il fallait s'apprendre à connaître, il fallait s'apprendre à comprendre, et finalement,
quand la coopération a bien marché, il y avait une élection dans l'autre pays et on avait commencé pas à zéro, mais à un niveau beaucoup moins élevé. Donc, cette fois-ci, nous avons une élection présidentielle en France en mars, nous avons une élection chancelière, parlement en Allemagne. Je parle maintenant pas en tant que ministre à la chancellerie ou coordinateur du gouvernement, mais en tant que démocrate chrétien et député au Bundestag. Quand je dis nous avons l'intention de gagner les élections, de le remporter et d'offrir une coopération sans précédent avec nos amis français, et j'ai l'impression qu'il y a un dénominateur commun qui est beaucoup plus large qu'il était le cas il y a quelques années. Ça me rend plutôt optimiste, mais ça ne va pas se faire automatiquement. Il nous faut l'engagement très clair et très concret du gouvernement, et nous sommes prêts à le faire. Merci de votre attention.